On est ici dans la matière du cours 3, hein, donc un retour sur la mise hors service dans un contexte global, donc les 10 étapes, mais surtout on va cibler ici les essais et les analyses hein, qui sont ici l'objectif de notre matière. Évidemment, donc un petit retour sur le cours 2, parce qu'il faut faire une mise en contexte pour se rappeler à quel moment et pourquoi on fait les analyses. Puis peut-être quelques compléments d'information que vous trouverez. Je vous suggère évidemment de regarder le PowerPoint aussi seul, de ne pas oublier de faire F5 ou de le mettre en pleine page, puisque il y a, vous le voyez dans ce PowerPoint-là, des petites interactions du genre, quelles sont les étapes de mise en service d'équipement, puis ils vont défiler un après l'autre quand on défile avec la souris, hein. Avec évidemment ce que j'appellerais le throttle, donc le petit trou au milieu de votre souris. L'étape 1, on l'avait vu, la communication. L'étape 2, on arrête les équipements, donc on arrête les pompes et à peu près tout ce qui chauffe. Par la suite, l'isolation, verrouillage ou cadenassage. On parle ici beaucoup des appareils électriques, compresseurs, pompes ou autres. Hein, on va arrêter ça puisqu'on ne redémarrera plus nos équipements. Nos drainages seront faits manuellement par la suite. Quelle est l'erreur sur la photo qui suit? Hein? Je vous laisse la regarder un instant, hein? Parce qu'on parle ici du verrouillage, du cadenassage, de ce qu'on voit là, un panneau d'alimentation électrique d'une pompe, par exemple, si on veut un exemple. L'erreur qu'on voit là, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez prendre un instant de réfléchir. L'erreur qu'on voit là, c'est qu'on n'a pas de moraillon. On voit très bien que la boîte d'alimentation électrique a été cadenassée par un seul cadenas, même s'il y a une étiquette. Ça sous-entend que moi, comme opérateur, si j'arrive là et je vois que l'électricien est cadenassé, je n'ai pas de place moi-même pour cadenasser, hein, puisque chaque groupe qui va travailler sur un équipement va lui-même cadenasser. C'est une question de sécurité de base. On le verra dans le détail, sinon un peu plus loin dans notre cours, qu'on va parler des espaces clos. Évidemment, pas de moraillon, hein. Puis, on vous rappelait ici les grandes étapes. Donc, couper le courant, étiqueter évidemment hein, adéquatement, installer un moraillon et un cadenas. Si vous êtes le dernier à remplir le moraillon, vous en mettez un deuxième, un troisième, un quatrième. Et par la suite, éprouver. Éprouver, ça veut dire aller sur place, par exemple, sur le commutateur de démarrage de la pompe et démarrer la dite pompe. Puis la méthode la plus sécuritaire pour fermer un disjoncteur, vous vous rappellerez que c'est la paume de la main qui doit travailler. Quand on parle de la paume, donc c'est cette partie-là. Imaginez que le courant électrique vous fait fermer la main. Hein. Est-ce que vous seriez capable d'agripper la poignée hein, ou pas? Si vous êtes capable, vous avez beau travailler avec la paume, si vous êtes capable de l'agripper, ça vaut rien. On parle donc vraiment de la paume de la main, la section que vous voyez juste ici. Parce que quand je suis dans cette section-là, on est vraiment dans la paume. Là, vous voyez, je suis pas capable avec ma main de venir agripper l'objet. Évidemment, rester pris, hein, puis avoir une nouvelle permanente et griller par la même occasion. Ce qui est assez désagréable, me semble-t-il. Donc, pour éviter de griller la paume de la main, toujours la gauche. Donc, on se met à droite de l'équipement. On se met pas devant un équipement, devant le disjoncteur, parce que l'arc électrique, vous vous rappelez, va vous brûler. Donc, vous mettez à gauche. Disons que ça, c'est la poignée hein, du panneau. On arrive ici et on va ainsi actionner le panneau. L'autre main, on s'arrange pour la mettre à peu près nulle part, à part dans le dos quelque part, hein, pour pas servir de conducteur s'il y avait une problématique. Évidemment, il y a des ports de pays, on n'entrera pas dans les détails, mais des gants en cuir feraient partie des éléments que vous devez faire. Donc, voici ce qu'on avait à dire pour le point 3. Le point 4, la dépressurisation. On en a parlé ici, hein, je vous ai mis le résumé. Vous pourrez regarder un peu le résumé de ce qu'il y a eu dans les vidéos. À l'étape 5, je vous rappelle qu'on vidangeait la colonne. Le but, c'était quoi? D'enlever à peu près tous les hydrocarbures résiduels de la colonne. Le 6, on nettoie la colonne. Donc, cette purge à la vapeur-là va nettoyer les hydrocarbures résiduels pour revenir à peu près au métal, à part quelques traces qui devraient être encore là. Pourquoi c'est critique? Surtout au début, hein, j'en ai peut-être peu parlé, mais quand vous allez ouvrir les vents, disons que je prendrai cet exemple-là et que
j'avais un évent sur la tête de colonne, ou disons que j'utiliserais cet évent-là ici pour mon exemple. Mais quand j'ai l'évent, les premiers moments où j'ouvre l'évent, vous comprendrez qu'il va quand même y avoir une concentration d'hydrocarbures important. Donc très 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 important dans les premiers moments où vous évacuez les vapeurs d'une tour ou les condensats d'une tour, de faire attention aux hydrocarbures résiduels, hein, et de vous assurer que la LIE n'est pas atteinte. La meilleure façon, c'est d'y aller tout doucement, hein, de ne pas insister, particulièrement au début. Par la suite, vous pourrez augmenter les débits de vapeur nécessaires. Puis c'est un peu ça qu'on voulait exprimer avec ça. Puis aussi, je vous posais la question, est-ce qu'il existe des tours qui peuvent pas être purgées à la vapeur? Oui, il y a des tours qui ont des garnissages en plastique, ne l'oubliez pas. Donc faites bien attention à ça. Est-ce qu'il y a d'autres équipements, sinon, qui peuvent pas être purgés à la vapeur? Je pense qu'un compresseur centrifuge serait une mauvaise idée. Un lit fluidisé serait relativement une mauvaise idée dans la plupart des lits. Puis il y aurait beaucoup d'autres exemples. Donc, c'est pas tous les équipements non plus qu'on peut nettoyer à la vapeur. Puis c'est pour ça qu'une purge à l'azote, sinon, peut être intéressante. La purge à la vapeur, ça peut être l'étape 6. Mais si vous n'avez pas de vapeur ou l'équipement ne supporte pas la vapeur, ce sera une purge à l'azote que vous pourrez faire à ce moment-là. Hein. Ou si on n'a tout simplement pas de vapeur dans l'usine, il y a des usines qui n'en ont pas. Dans les procédés discontinus, on a souvent des systèmes au glycol et non pas des systèmes à l'eau chaude ou à la vapeur. Et c'est là que commence notre première analyse. Hein. On est ici dans mon vidéo où on introduit l'analyse avec les compléments d'information. Vous êtes à l'étape 6 des procédures minimales et la première analyse que vous faites aura lieu. Donc, vous devez tester les hydrocarbures. À quel endroit? Dans tous les endroits susceptibles de pouvoir vous donner une mesure. Drain, évent, trou d'homme, même ouverture d'1 pouce des trous d'homme. Regardons le schéma pour illustrer la chose un petit instant. Imaginez qu'ici, je dois tester, hein, on avait posé des brides auparavant. Eh bien, un petit peu trop grand, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller tester, je vais venir tester ma LIE ici. Tous mes points bas, je vais tester les LIE. Tous mes points hauts, je vais tester les LIE. Je veux dire, c'est des machines qui mesurent en continu, donc, hein, 20-49 essais, 20-48 essais, etc., etc. Je vais me promener partout et venir faire mes analyses. Pourquoi les trous d'homme d'1 pouce? On le sait, l'étape qui va suivre, éventuellement, ça va être l'aération. Hein. Puis pour aérer, on veut s'assurer d'enlever, comme je vous le disais précédemment, les trous d'homme de façon sécuritaire. Pour le faire, vous allez donc, ce qu'on appelle en bon québécois, lousser votre trou d'homme, hein, qui contient 28 à 32 boulons, si ma mémoire est bonne. Vous allez donc enlever à peu près 1 pouce. Hein, vous allez laisser 1 pouce de dégagement, mais sans enlever complètement le boulon et son écrou, n'est-ce pas? Simplement 1 pouce entre l'écran, l'écrou et le boulon, s'il vous plaît, et vous pourrez ouvrir les trous d'homme. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous allez pouvoir, 1 pouce, c'est bien assez pour glisser la fameuse sonde de LIE, justement, hein, dans la zone, et puis vous assurer que cette zone-là est sécuritaire, puis que si on enlève le trou d'homme et qu'il y a une étincelle de produit, qu'il n'y aura pas de danger. Si la LIE est pas bonne, vous refermez, vous continuez votre nettoyage à vapeur, parce qu'il serait assez difficile d'ouvrir les trous d'homme sans avoir une LIE qui n'est pas dangereuse ou qui ne respecte pas la réglementation. Puis évidemment, les essais un peu partout, hein, dans tous les autres points aussi. Alors, je reviens à mon étape ici. Bien sûr, après l'obturation, hein, toujours au plus près de l'équipement si c'est un espace clos. On n'a pas vraiment le choix. On va poser des brides pleines. On va aussi cadenasser les vannes. Il ne faut pas oublier que oui, on va poser des brides, mais que le cadenassage des vannes apporte une sécurité supplémentaire parce qu'on isole de plus en plus l'équipement. Vous savez comment enchaîner et cadenasser des vannes. Vous l'avez déjà fait dans vos cours. Puis évidemment, l'obturation, je vous disais, c'est un très, très long processus. Puis il y a d'autres choses qu'on enlève dans l'obturation, hein. On va faire des doubles joints, double block bleed ou double joint à lunettes. On va aussi enlever tous les U, ce que j'appelle les U, les LC, les LG, les DPI. On va enlever toutes les conduites d'alimentation, que ce soit vapeur, gaz, azote, etc.
Puis on va, ou dans certains cas, on va même devoir enlever une partie de la conduite et mettre un bouchon à la chose. Je vous montre un peu, sinon en image, ce que ça donne. En image, ben, je vous l'avais dit, hein, dans l'obturation, si j'avais à faire entrer quelqu'un ici dans un trou d'homme, ben, j'aurais obturé toutes les zones d'obturation possibles que je peux imaginer, et ce au plus près de façon obligatoire. Ça, c'est fait. Si on parle du double block bleed, ben ça c'est l'exception. Vous voyez qu'ici il n'y a pas de bride sur lequel on peut, je vais juste zoomer un peu pour que vous le voyez un peu mieux. Vous voyez que à certains moments, vous voyez qu'ici il n'y a pas de bride, hein, je ne pourrais pas venir en insérer une, en tout cas il n'y a pas d'indication qu'il y en a. Puis c'est fait exprès parce qu'on appelle ça le double joint à lunettes. Hein. Pourquoi lunettes? Ben parce que justement ça ressemble un peu à ça. Hein. C'est comme un bonhomme, vous le voyez, qui est avec des lunettes. Ben, ça veut dire quoi le double joint à lunettes? C'est la seule autre façon sécuritaire, réglementaire et tout à fait légale d'obturer une conduite de façon adéquate. Normalement, si on vient poser une bride ici ou si on vient enlever un bout de tuyauterie puis mettre un bouchon, on sait que c'est sécuritaire, c'est complètement étanche. Le fait de cadenasser une seule vanne comme ça, hein, puis on va le faire, on va sûrement cadenasser dans certains cas des vannes à certains endroits pour sectionner. Le simple fait de cadenasser cette vanne-là, ce ne serait pas suffisant. Je vais mettre un C pour cadenas. Parce que, évidemment, si elle fuit, vous comprendrez qu'il pourra avoir des fuites pendant que la personne est dans l'espace clos. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, on va cadenasser cette vanne-là. Et dans quelle position? Ben, on va le faire en position fermée. Donc, je cadenasse celle-là fermée. Je cadenasse celle-là fermée, elle aussi. Donc, déjà là, j'ai deux sécurités. Est-ce qu'il est possible que les deux vannes fuient? Là, encore beaucoup moins, mais il est possible qu'il pourrait y avoir une petite fuite sur les deux vannes, puis ça serait problématique. De là, le cadenassage de celle-là et l'étiquetage de celle-là ouvert, hein, avec l'étiquette ne pas ouvrir, celle-là, excusez-moi, ne pas fermer, et celle-là ne pas ouvrir, ne pas ouvrir. Donc, vous cadenassez ces trois-là et vous comprendrez que s'il y a de la vapeur et que celle-là a une petite fuite, ben la vapeur ou l'eau va sortir ici et jamais pourra se rendre là. Donc, le double block bleed ou le double joint à lunettes est la seule autre façon légale d'obturer un équipement de façon adéquate. Sinon, par précaution, on a souvent tendance à enlever tout ce que je vous disais, j'appelais les U. Hein. Sur une tour de station, on en a beaucoup. Ben, les LG en fond de ballon, on aurait le PDI, si on dézoome un peu, on voit bien les U. Pourquoi? Bien parce que par expérience, on sait très bien que dans ces petits, excusez-moi le zoom qui est un peu croche, dans les petites interfaces ici de connexion hein, sur la tour ou sur les équipements, les hydrocarbures encastrés sont très difficiles à enlever. Même avec la vapeur, je veux dire, quand vous avez passé vos nuages de vapeur, là, pensez pas que la vapeur est entrée par le haut, par le bas du tube, puis est ressortie ici, là. Vous comprendrez que la vapeur prend le chemin le plus facile, puis il y aura très très peu entré ici, peut-être un peu de vapeur à l'entrée, petit ruissellement le long du LG, puis c'est à peu près tout ce qu'on retrouverait. Donc, on va généralement, surtout si on sait que le produit est toxique ou très dangereux dans l'équipement, enlever cela comme je vous le mentionnais tout à l'heure. Évidemment, on enlève toutes les conduites d'azote, gaz, vapeur ou autres. On les enlève ou on les obture. Hein. Bon, ici, on aurait obturé la vapeur, mais on s'arrangerait évidemment pour enlever carrément une partie ici, soit qu'il y a un double joint à lunettes qui a été designé là par les ingénieurs, parce que c'est quelque chose qu'on fait souvent, ou soit qu'on est venu obturer, et même obturer, enlever une partie de la conduite, pour s'assurer que dans le vaisseau, il n'y a absolument aucun intrant autre qui peut arriver. Même chose pour ici, hein, on va s'assurer qu'à l'alimentation, on a enlevé ou obturé aux bons endroits, ici par exemple, là, puis on aurait pu enlever une partie de la tuyauterie pour s'assurer que le travail est bien fait. Ça dépend évidemment des conditions des produits que vous aurez. Là. Je vous ouvre ici les possibilités hein, dans lesquelles vous pourrez être confronté. Puis évidemment, quand on enlève une partie de conduite, parce qu'il y a des moments où poser une bride, ça pourrait être trop difficile de poser la bride, eh bien à ce moment-là, on va être obligé d'enlever un sectionnement. Hein. On va donc sectionner une partie de la conduite, l'enlever, aller mettre cette conduite-là par terre hein, et venir ici insérer un bouchon hein, qui va permettre de boucher la chose. Puis bon, ben garder aussi l'équipement propre de toute évidence. Quand vous débranchez ces équipements-là, je vous suggère fortement de le faire
de les mettre sur une palette, hein, parce que par expérience, on peut les perdre assez facilement. À la fin de l'obturation, votre deuxième essai devra être fait. Les LIE toujours, on retourne sur place et on regarde partout où on avait regardé si il y a eu si la LIE a monté. Normalement, elle n'a pas monté et cette étape-là n'est pas obligatoire, mais dans certaines usines, on la rend obligatoire. Dans la majorité des usines, on va faire les tests avant de poser les plaques, puis par la suite, on se pose pas le problème. Dans d'autres usines, quand on va obturer, donc poser les plaques, on va le faire avant et après. Pourquoi après? Parce que dans certaines usines, on suggère qu'il pourrait y avoir un déplacement de liquide pendant qu'on brasse puis qu'on joue dans les tuyauteries, puis on veut juste s'assurer encore là de la protection des travailleurs. Donc, à l'étape d'obturation, avant d'obturer, on fait des tests de LIE. Si les tests de LIE sont négatifs, on peut travailler avec des équipements qui pourraient produire des étincelles. S'ils sont négatifs, on peut pas, on devrait travailler à la main. Mais normalement, on s'arrange tout le temps pour que ce soit bien fait. Donc, LIE avant d'obturer, LIE après obturer dans certaines usines. Par la suite, on aère, hein, vous savez à quoi ça sert. À quel moment ça se termine? Au moment où on prend deux nouveaux essais, donc l'essai 3 et l'essai 4, pardon. L'essai 3, le taux d'oxygène dans l'équipement, je vous le dis, on veut s'approcher le plus près possible du taux d'oxygène que la personne qui va entrer à l'intérieur veut respirer, c'est-à-dire autour de 21%. Hein. Puis aussi que l'équipement est froid, donc on a aéré pour enlever la chaleur résiduelle. On ne fait pas entrer quelqu'un dans un équipement à 40-50 degrés de façon inutile. Dans un espace clos, l'objectif, c'est jamais de stresser la personne qui va entrer, mais bien de la rendre confortable. Bien sûr, sinon, le lavage, à la fin des lavages, vous pourriez à faire des tests ou demander de faire des tests sur les hydrocarbures résiduels, par exemple, si je reprends l'exemple de Mato. Sinon, à la fin du lavage, vous pourriez faire quel autre test qui est primordial? Tous les tests sur les tubes colorimétriques, donc les tests de toxicité. Ces tests-là, c'est important de les prendre parce qu'on veut s'assurer que le travailleur qui va entrer dans l'équipement n'aille pas à subir de préjudice. Hein. Puis évidemment, s'il n'y a pas de lavage, vous aurez fait les tests de toxicité, donc les tests sur le tube colorimétrique, bien à l'étape précédente qui était à l'aération. Hein. Donc à la fin de l'aération, si vous n'avez pas de lavage, vous faites évidemment le taux d'oxygène, vous prenez la température, donc vous avez un taux d'oxygène qui est adéquat, vous prenez la température, donc une température qui est adéquate pour que quelqu'un entre dans l'espace clos, et il vous reste quoi comme élément? Il vous reste à savoir si c'est toxique, donc savoir si la personne devrait porter un masque ou un APRA. Hein. Évidemment, on tente de s'assurer que non, mais on prend les tests pour s'assurer que ce n'est pas toxique et que la personne pourra entrer sans EPI ou avec le moins d'EPI possible. Et ça résume ainsi tous les essais que l'on fait avant l'émission du permis. Puis pendant qu'on émet le permis, exactement les mêmes tests. On va revalider l'entièreté de ce qu'on a fait. Vous avez ici un petit résumé de tout ça. Donc si je résume mes 5 tests au maximum de 5 tests et les 5 tests et les 4 autres essais qu'on va refaire dans le permis, vous retrouverez après la purge ou avant la pose des brides, hein, dépendamment comment vous regardez la chose. Donc, avant de poser les brides, moi, je préfère le dire comme ça, je dirais peut-être, avant de poser les brides, on fait une LIE, donc limite inférieure d'explosivité, pour s'assurer que on pose des brides et que si on fait des étincelles, personne ne va faire boum. Dans certains secteurs, on reprend la LIE après l'obturation. Après l'aération, je vous l'ai dit, O2 et température. Après le lavage, s'il y a un lavage, sinon, après la réaction, on prend la toxicité, hein, donc la toxicité de tout ce qui pourrait être nocif pour l'être humain, la personne qui respirerait dans cet espace-là. Puis évidemment, si vous avez délivré des permis à chaud pendant tout ce travail-là, il y avait des LIE là-dessus. Puis évidemment, pour émettre un permis d'entrée en espace clos, vous allez refaire tous les tests dont je vous ai parlé, donc température, O2, toxicité, qui devront être faits. Et puis évidemment, bien le grand défi de tout ça, puis c'était pas le cadre de cette vidéo-là, mais le grand défi, c'est d'identifier tous les contaminants, surtout quand vous êtes à la toxicité, de faire les bons tests dragueurs.